être en accord avec mes valeurs et notamment mes valeurs écologiques. Il y a plus rien à vivre en fait parce que j'avais l'impression que c'était la fin du monde beaucoup trop tôt. Je pense que ça me rassure aussi, le cadre scientifique. Aujourd'hui, les étudiants sont de plus en plus préoccupés par les enjeux environnementaux. De quelle manière impactent-ils leur santé mentale ? Le service de santé de l'Université Lyon 1 a questionné étudiantes et psychologues afin de répondre à cette question. Vous écoutez Éco-anxiété à l'université. Dans ce 4e épisode, nous accueillons Anne-Laure Krikorian, qui est psychologue clinicienne au sein du service de santé universitaire depuis 4 ans. Ce qui nous intéresse dans cet épisode plus particulièrement, c'est de comprendre le lien entre santé mentale et enjeux environnementaux. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Vous accueillez des étudiants en consultation et notamment sur les questions d'éco-anxiété. Pourriez-vous nous définir ce qu'est l'éco-anxiété ? Oui, alors d'abord, il faut savoir que l'éco-anxiété, c'est un terme qui est loin d'être récent, puisqu'il a été inventé et théorisé en 1997 par une chercheure en santé publique, Véronique Lapège. C'est un terme générique qui désigne un mal-être identitaire associé à une responsabilité nécessaire qui touche des personnes confrontées à un contexte de grands changements environnementaux. Donc, c'est une anxiété qui est liée à la crise environnementale, donc qui prend racine dans la réalité de l'état de la planète. C'est une anxiété qui est du coup plutôt prospective, une anxiété d'anticipation, comme une sorte de stress pré-traumatique, et qui peut se manifester par des vécus désagréables comme la peur, la colère, la tristesse, la culpabilité, l'impuissance. Et ces vécus peuvent être ressentis au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Alors à ne pas confondre avec la solastalgie, qui est un concept d'un chercheur australien qui s'appelle Glenn Albrecht, et qui date de 2003, et qui décrit plutôt la souffrance liée à la perte ou à la dégradation de son lieu de vie. Donc la solastalgie, c'est plutôt tourné vers le passé, alors que l'éco-anxiété, ce sera plutôt tourné vers l'avenir. Et puis un concept qui me paraît intéressant aussi, c'est celui de Chris Kevorkian qui parle, alors qui date de 99 celui-là, qui parle de chagrin écologique, qui est la souffrance de la déconnexion entre l'être humain et la nature. Ce lien qu'on a avec le monde vivant a été théorisé par Wilson dans les années 80, ça s'appelle la biophilie. C'est l'appétence innée et le besoin qu'ont les êtres humains d'être en contact avec la nature. Et si on vit en plein cœur d'une mégalopole et qu'on n'en sort pas souvent, y a des chances qu'on soit un peu en manque de ce lien au vivant. Alors, si on veut parler de la France plus particulièrement, on parle d'éco-anxiété de manière régulière dans la presse depuis 2019, suite à 2 grosses vagues de chaleur. Et là, les gens se disent que l'impact du changement climatique est réel, on le voit, on le vit, qu'il est actuel, c'est pas en 2050, c'est maintenant, et qu'il est chez nous. C'est pas juste les glaciers de l'Antarctique qui fondent, c'est à Lyon qu'on peut plus respirer l'été. Et puis en 2021, le rapport du GIEC alarmant, donc le GIEC c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et puis toujours des canicules, des incendies, des inondations un peu partout sur la planète, et cette étude sur l'éco-anxiété chez les jeunes qui est publiée dans la revue The Lancet, qui est une étude réalisée auprès de 10 000 jeunes de 10 pays différents, et qui montre, si on s'en tient juste aux jeunes Français, que 74% des Français de 16 à 25 ans ont peur pour l'avenir de la planète, et que 77% d'entre eux pensent qu'on a échoué à prendre soin de la planète. Comment se manifeste l'éco-anxiété ? Alors on est d'accord que l'éco-anxiété, c'est pas une pathologie psychiatrique, puisque a priori on a plutôt raison de s'inquiéter du changement climatique. Donc c'est une réaction adaptative qui découle de la prise de conscience des enjeux environnementaux et qui doit déboucher sur un engagement responsable dans l'action. Du coup, il faut faire attention à ne pas pathologiser l'éco-anxiété. Si vous perdez un être cher et que vous pleurez toute la journée, c'est plutôt une réaction attendue. De même, si la planète sur laquelle on vit est malade et que l'espèce humaine est menacée, l'anxiété, c'est une réaction également attendue. Pour autant, si 1 an après la perte de mon être cher, je continue de pleurer toute la journée, je vais sans doute avoir besoin d'un accompagnement plus spécifique. De la même manière, si mon éco-anxiété se traduit par des symptômes qui font partie du champ des troubles anxieux, comme des attaques de panique, des insomnies, des pensées obsessionnelles, du désespoir ou de la paralysie,
et que ça vient perturber mon fonctionnement de manière significative, alors il faut que je puisse être accompagnée dans ce vécu. Et comment cette problématique se manifeste en consultation avec les étudiants ? Alors moi, je travaille principalement avec des étudiants en sciences, dont certains qui font des études spécifiquement en écologie et en environnement, et je vois tout type de réactions au constat de l'état de la Terre, qui vont des plus pessimistes, de toute façon on arrive trop tard, il n'y a plus rien à faire pour sauver la planète, avec une incapacité à se projeter dans leur propre vie, jusqu'aux réactions les plus enthousiastes, c'est nous la génération qui a eu la prise de conscience qui va sauver la planète, avec un défi à relever qui donne le sentiment d'être utile, de la motivation, de la détermination, un moyen d'exercer la compassion aussi pour les populations et les lieux les plus touchés par le changement climatique. On retrouve différents profils d'éco-anxieux et je vais les citer parce qu'ils sont intéressants et qu'ils ont été décrits par une spécialiste de la question qui s'appelle Alice Desbiol. Elle détermine 4 traits, des traits passifs ou engagés et des traits relatifs ou absolus. Alors elle dit, les éco-anxieux relatifs, eux, ils sont conscients des enjeux écologiques, mais l'éco-anxiété ne vient pas entraver leur fonctionnement de manière significative dans la vie quotidienne. Ils restent bien intégrés dans la société avec une notion de compromis. Et ils ont tendance à porter une part de la responsabilité écologique sur le collectif. Donc ils vont pas faire d'efforts qui leur coûtent trop si la société n'évolue pas par ailleurs. À l'inverse, les éco-anxieux absolus, eux, ils sont envahis par les problématiques écologiques au point d'avoir un retentissement fonctionnel important, dans le sens où tout ce qu'ils vivent est coloré par le filtre des enjeux écologiques. Et eux, ils auront davantage tendance à être en rupture avec leurs proches ou leurs amis qui ne partagent pas leurs valeurs écologiques. Et donc ces 2 profils, relatifs et absolus, peuvent être combinés au degré d'engagement de chacun. Par exemple, l'éco-anxieux relatif qui est engagé, il souffre modérément d'éco-anxiété, tout en agissant pour l'écologie. L'action se décline souvent au niveau individuel, par une consommation raisonnée, mais il peut aussi se traduire au niveau collectif, par un engagement associatif ou politique. C'est le profil qui agit en fonction de ses valeurs, tout en respectant sa santé mentale. Et l'éco-anxieux relatif passif, lui, il adhère plutôt en parole qu'en acte aux problématiques écologiques. Souvent, il connaît les enjeux, sans pour autant avoir vécu une prise de conscience qui produit l'action. Donc ce profil-là, il est peu anxieux, mais il agit peu également. L'éco-anxieux absolu engagé, lui, il vit une préoccupation très forte pour les enjeux écologiques, il agit de façon très importante dans ce sens, et cette forme d'anxiété va correspondre plutôt au profil de l'engagé militant. Et ce profil va trouver son accomplissement dans l'action, ce qui peut impliquer des choix de vie très radicaux, comme le choix de ne pas avoir d'enfants, ou le choix d'adopter un mode de vie qui tend vers l'autosuffisance, le risque étant la négligence de prendre soin de soi qui peut mener jusqu'au burn-out. Et puis l'éco-anxieux absolu passif, lui, il va ruminer en permanence les problématiques écologiques sans être dans l'action. Et ça peut produire parfois des fixations obsessionnelles sur certains problèmes sur lesquels il n'a aucune prise. Et c'est ce profil-là qui va être le plus susceptible de mener à l'anxiété et à la dépression. Dans tous les cas, en consultation, on en arrive toujours à des questions existentielles qui ont toujours été là pour tous les êtres humains, crise climatique ou pas, et qui sont la question de la mort. Je vais mourir un jour, je sais pas quand ni comment, et il n'y a rien que je puisse faire pour l'empêcher. La question de la liberté. Si je suis libre de faire ce que je veux de ma vie, alors je suis responsable de ma vie. Et plus j'ai de marge de liberté, plus j'ai de responsabilités. Et puis la question du sens de la vie, alors par exemple dans les études, à quoi bon faire telle ou telle étude si c'est pour entretenir un système qui est toxique pour la planète, etc. Quelles sont les différentes phases par lesquelles peuvent passer les personnes qui vivent de l'éco-anxiété ? Alors quand on parle d'éco-anxiété, on peut faire une analogie avec le processus de deuil qui a été théorisé par Elisabeth Kübler-Ross, avec une phase de repli sur soi et un regard vers le passé, vers ce qui a été perdu, et puis une seconde phase où on recontacte son énergie vitale pour se remettre en mouvement. Alors dans la première phase, il y a le déni. On a encore le temps, bon, il fera un peu plus chaud l'été, il y aura moins de neige l'hiver, autant aller au ski et en profiter tant qu'on peut. Et puis il y a le choc de la prise de conscience avec parfois un état de sidération, de paralysie, un sentiment d'impuissance. Parfois il y a à nouveau une phase de déni après ça, pas toujours, mais ça arrive. Bon, les scientifiques vont bien trouver une solution le moment venu. De toute façon, il y a des projets aussi pour coloniser d'autres planètes. Et puis la colère. Comment on a pu laisser faire ça ? Les scientifiques alertent depuis des années, les gouvernements ne font rien. Le marchandage.
Je vais au travail à vélo maintenant, donc je peux bien continuer à faire quelques voyages lointains en avion pour les vacances. Avec la vie stressante que j'ai, je l'ai bien mérité. Et puis franchement, Telstar avec son jet privé, elle fait bien pire. La tristesse. Tout est foutu, plus rien n'a de sens, tout est futile. Comment je vais construire ma vie? Ça sert plus à rien de faire des projets d'avenir. Et là, on met un bon coup de pied pour remonter une fois qu'on a touché le fond. Et on arrive à la deuxième phase, avec l'acceptation. Ok, c'est la fin d'un monde, mais c'est pas la fin du monde. C'est l'occasion de changer nos habitudes de vie et que l'être humain vive un renouveau. Le pardon. On a tous à notre échelle impacté la planète. Ça sert à rien de se morfondre et de se sentir coupable pour le passé. Voyons ce qu'on peut faire dans le présent pour l'avenir. La quête de sens. Quelle personne j'ai envie d'être? Et comment je peux trouver ma place dans ce monde? Qu'est-ce qui me donne envie de me mettre en action? Et l'apaisement. J'ai trouvé un équilibre qui fait sens pour moi. J'ai remis de la cohérence dans ma vie, entre mes convictions et mes habitudes, et je peux tolérer l'incertitude. Comment mieux vivre l'éco-anxiété? Alors comment on fait quand l'éco-anxiété interfère sérieusement avec notre fonctionnement et qu'on en souffre? Eh bien d'abord un peu de détox médiatique, ça fait pas de mal dans un premier temps parce que c'est pas en passant ma nuit d'insomnie à regarder des vidéos d'incendie et d'inondation que je vais sauver la planète. Ensuite, s'engager dans l'action, à son niveau, en cohérence avec ses valeurs, en lâchant la culpabilité de pas être irréprochable et l'idéal de l'empreinte écologique zéro parce que c'est pas possible, en tout cas pas en vivant en France. Frédéric Lordon, qui est un philosophe et économiste français, a dit « On me demande si je suis éco-anxieux. Je dis non, car j'ai une idée des causes et j'ai une idée de quoi faire. » Prendre du temps dans les environnements naturels et les intégrer à notre quotidien pour pouvoir s'en émerveiller, ça répond aussi à un besoin humain de se sentir faire partie d'un écosystème. Ça s'appelle la biophilie, dont je parlais tout à l'heure. Si possible, on agit avec d'autres, parce que ça permet de partager aussi sur les questions d'éco-anxiété, et pourquoi pas de se faire des amis. Et plus personnellement pour soi, on travaille ses compétences de régulation émotionnelle pour augmenter sa capacité à tolérer l'incertitude. Ça, c'est important pour tout le monde, que vous soyez éco-anxieux ou pas. Et comment on peut travailler ça? On a des groupes de régulation émotionnelle à l'université et les personnes peuvent s'inscrire à des groupes pour travailler ces questions-là. Ça peut se faire aussi en individuel, en thérapie. Et ça peut se faire aussi avec plein d'outils qui sont assez faciles à mettre en place tout seul dans sa propre vie, comme la cohérence cardiaque ou comme la méditation de pleine conscience. Une dernière chose qu'on peut faire si on vit mal l'éco-anxiété, c'est de bien travailler la question des valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelle personne j'ai envie d'être? Parce que de là va découler l'action. Et si ça suffit pas, comment est-ce qu'on peut se faire accompagner? Alors si ça ne suffit pas et qu'on a besoin d'un accompagnement par des professionnels, il existe plusieurs lieux ressources. Il y a l'association RAFUE, R-A-F-U-E, qui est le réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique. Donc il y a des psychologues, d'autres professionnels de l'accompagnement qui sont sensibilisés à ces questions et qui peuvent vous accompagner spécifiquement. Il y a aussi la Psychoteam, qui est un collectif de psychologues dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est plutôt à destination d'un public activiste. Sinon, il y a un atelier qui a été développé dans les années 80, qui est assez ancien, par Johanna Massy, qui s'appelle « Le travail qui relie », et qui a pour objectif de travailler la reconnexion que nous avons avec nous-mêmes, avec les autres humains, avec les non-humains et avec la Terre, dans la perspective d'une société qui soutient la vie. C'est un atelier sur plusieurs jours, en groupe, en pleine nature, avec notamment des activités créatives et sensorielles. On a également la sylvothérapie qui vise à renforcer le lien à la nature et aux vivants en forêt, qui est inspirée d'une pratique japonaise qui veut dire littéralement « bain de forêt », et qui consiste à faire régulièrement des sorties en forêt pour s'imprégner de tout ce que cet environnement-là a à offrir. Si vous deviez donner un conseil à un étudiant qui commence à se sentir éco-anxieux, ce serait lequel? Je lui conseillerais de travailler l'équilibre en se posant la question de comment est-ce qu'il peut s'engager pour demain sans sacrifier aujourd'hui, sachant que la seule temporalité sur laquelle on a prise, c'est ici et maintenant. Merci Anne-Laure pour votre éclairage sur ce sujet.
Nous retenons que l'éco-anxiété n'est pas une pathologie, mais une réaction normale à une situation réelle. En parler est une première étape. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez vous faire aider par des professionnels spécialisés. Vous retrouverez les liens vers les lieux ressources cités par Anne-Laure en commentaire de ce podcast. Vous écoutez Éco-anxiété chez les étudiants. Dans l'épisode suivant, nous retrouverons Anne-Laure, ainsi que Noémie, Salomé et Louane autour d'une table ronde pour échanger sur les questions d'éco-anxiété.